l'IA, est-ce qu'elle réussira à nous faire oublier notre intelligence du cœur? Et Philippe Guimond, vous le connaissez bien. On vient de passer 2 journées exceptionnelles de stage à Territé Montreux. C'était fantastique. Il nous a fait des grandes vols, comment on dit, les vols au voltige, des grands envolés. Dans tout ce qui est conscience, on a fait le stage sur les synchronicités et de tout ce qui est conscience. Et moi, il me fait tellement du bien parce que c'est vrai, on a très peur de ce qui nous guette. Mais en fait, quand on écoute Philippe, on sait que quelque part, ça ne peut pas nous avoir si on est vraiment vigilant. Donc, on se réjouit vraiment l'entendre aujourd'hui. Et pour vraiment se mettre dans cette ambiance et pour vraiment avoir le cœur ouvert et quelque part vidé de nos pensées, du quotidien, encore du travail ou comme ça, en fait, j'ai proposé qu'on va jouer cette chanson de Emma Koch que vous avez déjà entendue avant. Donc, cette jeune fille de 15 ans qui a chanté avec Arnaud Rio à Amsterdam ou en Hollande et c'est juste transcendant sa voix. Donc, comme ça, en fait, on va tous se mettre dans cette même synchronicité pour après recevoir de tout cœur, de plein cœur, les paroles de Philippe. On va faire 1 heure où il aura une conférence. Après, on a une demi-heure de pause, où on peut encore boire des choses. Et ensuite, on a une demi-heure, encore presque une heure de questions-réponses. Voilà, donc c'est une grande chance d'avoir Philippe ce soir ici. Merci beaucoup aussi pour la confiance que tu me fais. Et puis, on peut lancer Emma. Et si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux et simplement rentrer dans un espace plus grand à l'intérieur de vous. Juste ressentir cet amour, cette créativité. Merci. À vous amour, à vos amis, valez-le de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années je peur. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, ôtez-moi ce qu'il reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Crois vous dire que les lèvres maintenant ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, voilà. Bravo. À toi, Philippe. Voilà, voilà. Merci, merci. Je suis très ému, très touché, très honoré d'être avec vous. C'est difficile de passer après ça. Coco, elle a voulu vous donner la réponse à la question de la conférence avant même que je la démarre pour être sûr que j'y arrive. Alors, l'intelligence artificielle, c'est très compliqué, oui, c'est vrai. Est-elle bien intelligente, déjà? Dans ce cas, les robots qui sont doués d'intelligence artificielle, qu'adviendra-t-il? On va les prendre pour des humains, mais dans ce cas, est-ce qu'ils auront une conscience? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Est-ce que l'intelligence ne nécessiterait pas la conscience finalement? Et donc, vous voyez, on touche là à des questions
vraiment existentielle, absolument fondamentale. Moi, je suis tout petit à côté de ces questions, et bon, j'ai juste une trajectoire qui, effectivement, a priori, m'autorise à parler de ces choses fondamentales, parce que j'ai été à la fois en tant qu'ingénieur, j'ai fait de l'intelligence artificielle dans les années 90 jusqu'en 2010. J'ai même été honoré pour mes travaux dans ce domaine-là au tournant des années 2000. Et puis ensuite, j'ai terminé ma carrière sur la physique fondamentale et son lien avec la conscience, puisque j'ai écrit plusieurs ouvrages pour expliquer donc la physique de la conscience. Donc autant dire que j'ai réfléchi pendant presque toute ma carrière sur le thème dont dont on va parler ce soir. Donc c'est un devoir que j'ai effectivement, puisque les gens paniquent, alors il faut les rassurer. Devant ChatGPT-4, etc., ça pose effectivement un tas de questions. Après le traumatisme qu'on a subi pendant les années Covid, voilà, c'est lourd. Donc je pense que vous savez d'avance, peut-être que je vais vous rassurer sur ces questions-là, mais le plus important, c'est de toute façon d'apprendre le fond des choses. Enfin, qu'est-ce que ces questions qu'on se pose nous disent sur finalement notre ignorance. Alors, le mieux que je puisse faire, c'est peut-être de vous parler de mon parcours. C'est-à-dire, puisque j'ai été amené à m'intéresser à tout ça, en fait, je me suis intéressé au lien entre la conscience et le hasard dans mon enfance. Avant même mon adolescence, lorsque j'avais 13, 14, 15 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la physique moderne, évidemment, à la physique quantique, etc. Et puis, je vous la fais courte, j'en parle assez souvent. J'ai compris que le nœud du problème, de la question, allait résider sur la capacité de faire des mesures extrêmement fines. Le nœud de la question du hasard, est-ce qu'il y a un lien entre le hasard et la conscience? Tout ça, c'est lié, hein, le hasard, la conscience, l'intelligence artificielle. Donc, première question, est-ce qu'il y a un lien entre le hasard et la conscience? C'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi et même expérimenté quand j'étais même pas encore étudiant, vers 16-17 ans. J'ai lu des livres interdits, j'ai lu plein de choses. Je me suis intéressé aux écrits du colloque de Cordoue. Et donc tout ça, ça m'a formé l'esprit à ces questions fondamentales liées au hasard, au déterminisme, la causalité. Le hasard, le déterminisme, la causalité, on a l'impression que le hasard, il est là pour combler les failles du déterminisme. C'est important que je vous en parle parce que c'est vraiment central, ce sont vraiment des questions centrales. Et puis après, j'ai compris que si je voulais vraiment avoir une carrière pour arriver un jour à étudier ces choses-là, il fallait que je devienne un expert en instrumentation de mesures extrêmement fines pour arriver à détecter les corrélations dont on parlait en physique quantique, pour arriver à détecter les bifurcations, toutes ces choses bizarres en lien avec le phénomène d'intrication, etc. J'ai même donc du coup fait mon premier stage au CEA Saclay ou en mécanique quantique. Donc. Et puis après, je me suis lancé dans l'instrumentation, etc. Voilà, je vous la fais courte. Et là, c'est là que j'ai commencé, 10 années plus tard, à développer, après m'être spécialisé dans le traitement d'images, mes premiers systèmes de vision. Et j'ai petit à petit commencé à introduire des technologies qui, en fait, s'avéraient être finalement des réseaux de neurones. Je ne veux pas vous en parler, ce sont des mots un peu difficiles, plongement fractal, etc. J'ai inventé un certain type de réseau de neurones à base de plongement fractal. Et en fait, les premiers réseaux de neurones
utilisés dans la vision et qui marchaient très bien, c'était les miens. Et d'ailleurs, j'ai été récompensé au niveau international par le trophée de la vision industrielle parce que j'avais fabriqué des caméras intelligentes qui étaient capables de détecter des objets complexes en mouvement alors même que la caméra était en mouvement. Et donc, c'était de vrais réseaux de neurones, mais pas fondés sur les technologies d'aujourd'hui qui sont arrivées 10 ans après, deep learning, parce que moi, au niveau des premières couches d'un réseau de neurones, j'utilisais le plongement fractal, mais le reste, c'était pareil. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à... Parce que dans cette période-là, bien que je m'intéresse à la conscience, etc., je restais quand même plutôt matérialiste. C'est-à-dire que je pensais, j'en étais pas certain, mais je me disais peut-être qu'après tout, la conscience est le produit d'un cerveau. Et donc, si effectivement j'étudie les réseaux de neurones et qu'en plus j'arrive à faire des réseaux de neurones performants, et c'était le cas, alors peut-être que j'arriverai à toucher un petit peu ce problème de la conscience. Et puis, j'ai été déçu. Non seulement je touchais pas le problème de la conscience, mais il y avait comme ce que je considérais comme étant un bug à l'époque dans mes architectures de réseau de neurones, c'est-à-dire que il n'était pas capable de reconstruire l'image qui était détectée. C'est-à-dire quand mon réseau de neurones détectait une image, il est un peu normal qu'au niveau de la reconstruction, ce soit peut-être un peu flou, un petit peu... Mais là, c'était même pas ça du tout. C'est-à-dire que l'information qui était stockée dans mes réseaux, c'est-à-dire dans les connexions entre les synapses et le neurone, n'avait strictement rien à voir avec une image. Donc je me suis dit, oui, ça c'est parce que tu as utilisé la technique du plongement fractal, mais un vrai réseau de neurones tel que, on va dire académique, tel qu'on le décrivait dans les bouquins, ça doit certainement pas avoir le même problème. Et donc voilà, j'ai pensé que j'avais fabriqué des réseaux de neurones, mais différents des vrais réseaux de neurones, et puis jusqu'au jour où j'apprends que finalement, parce que entre-temps, les techniques de réseaux de neurones, c'était vraiment 10 ans après. Enfin, moi, j'étais le premier à avoir fabriqué des réseaux de neurones, mais après, le deep learning est apparu et a commencé à apparaître des réseaux de neurones intelligents pour la vision, avec des publications de chercheurs qui disaient qu'il y avait un problème pour reconstruire l'image de l'objet mémorisé dans le réseau de neurones. Alors j'ai vraiment lu attentivement ces publications et je me suis rendu compte qu'effectivement, finalement, tous les réseaux de neurones, aucun réseau de neurones n'est capable de reconstruire l'image de l'objet qu'il reconnaît. Alors là, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, ah ben non, j'avais quand même pas... D'autant plus que mes réseaux marchaient très bien. Donc vous allez voir où je veux en venir. Et donc ça, c'est donc dans le processus donc du coup, j'ai commencé à douter, à me poser le problème de où se trouve la mémoire dans le cerveau. Parce que donc du coup, j'ai commencé à bien mûrir cette histoire de mémoire. Je veux dire, parce que on a tendance à... On se sent peut-être pas au niveau au départ, on se trouve toujours... On se dit c'est pas un problème pour soi-même. On est dépassé par... En réalité, non, j'avais bel et bien trouvé le nœud d'un problème fondamental. On n'en parle même pas à l'université. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu que c'est vachement important d'avoir compris que la mémoire ne peut pas être stockée dans des réseaux de neurones. Ce qui est stocké dans un réseau de neurones, si vous voulez, ce sont les moyens de reconnaître une image ou une forme ou n'importe quoi, ou même un concept, tout ce que vous voulez. On peut généraliser, que ce soit un film, une image, un son, etc. Ce sont les mêmes technologies qu'on utilise pour reconnaître, donc pour percevoir, pour comprendre, pour
analysé ensuite par la suite. Et la mémoire qui effectivement sert à la reconnaissance n'a rien à voir avec la mémoire réelle de l'objet. La mémoire qui sert à la reconnaissance, on va dire que c'est comme une adresse mémoire. Ce qui est stocké dans un réseau de neurones, ce sont les moyens d'accéder à l'information qui est ailleurs. Hein. On ne sait pas encore où, mais je vais vous expliquer. Et du coup, cette mémoire, qui n'est pas de la mémoire, mais qui est une adresse mémoire, si on veut, elle est dispersée dans tout le réseau, dans tout le cerveau. Et les neuroscientifiques le savent bien. Ils savent bien que le problème de la localisation de la mémoire reste posé, mais ils disent quand même que la mémoire est stockée dans le cerveau, mais de manière non locale, elle est dispersée dans tout le cerveau. Ce qu'ils n'ont peut-être pas compris, que j'ai peut-être compris, c'est que c'est pas de la mémoire, c'est juste le moyen d'accéder à la vraie mémoire. Et lorsque des robots, des intelligences artificielles vous ramènent l'image d'un objet qu'elles ont reconnu, c'est parce qu'elles sont allées le chercher sur le disque dur, grâce au moyen d'accéder à cette mémoire. Mais notre cerveau n'a pas de disque dur. Il n'y a pas de disque dur dans notre cerveau, on n'a jamais trouvé, et en plus, il y a encore moins le moyen de générer un film et alors bon, voilà. Donc ça, c'était je vais trop vite. Hein. Donc la première étape de ma compréhension, ça a été la mémoire n'est pas dans le cerveau. Ensuite, c'était l'époque où je commençais à m'initier au phénomène de synchronicité. Je n'avais pas encore écrit mon premier livre. Et lorsque j'ai écrit mon premier livre, j'ai fait mes premières expériences sur la synchronicité. Pourquoi la synchronicité? Parce que je vous ai dit, je m'intéresse au lien entre le hasard et la conscience depuis mon jeune âge. Et je vais pas rentrer trop dans le détail. Sinon, on va... Et donc... la synchronicité, du coup, je l'ai expérimenté parce que pour écrire ce livre, il fallait absolument que je l'expérimente. J'ai trouvé le moyen de l'expérimenter, ça a fonctionné. Aujourd'hui, d'ailleurs, je reprends un peu les stages que j'avais commencé à faire à l'école de l'intuition à Iris sur la synchronicité pour vous faire expérimenter, pour faire expérimenter aux participants le phénomène de synchronicité, et ça fonctionne. Il y a certainement des témoins qui sont présents ici. Et le phénomène de synchronicité remet en question un autre aspect des choses. Donc c'est pas la mémoire n'est pas dans le cerveau, c'est soit on considère que le cerveau aurait des capacités extraordinaires, et là, vraiment trop quoi. Un cerveau qui pourrait non pas modifier notre perception de la réalité, ça c'est ok, mais modifier la réalité elle-même. Un cerveau qui pourrait faire en sorte de faire se conformer la réalité qu'on va vivre à un état d'esprit. Non. Une conscience, oui. Donc là, on commence à voir se dessiner la nécessité de différencier la conscience du cerveau que j'avais déjà commencé à ressentir parce que je voyais que la mémoire n'était pas dans le cerveau. Bon. Et vous avez dû lire un peu mes écrits, je ne vais pas vous refaire toute la théorie, je vais essayer d'aller à l'essentiel, parce qu'on va parler de l'intelligence artificielle essentiellement. Et donc là, il y a... Je vous explique un petit peu, j'ai pas fait de plan de ma conférence, et là je sens qu'il y a deux axes, je me demande lequel je vais emprunter. Il y a la question de savoir qu'est-ce que c'est que la conscience. On va l'aborder vite, mais alors... et pourquoi un cerveau aurait besoin d'une conscience. Bon, non, alors on va faire une parenthèse. On va faire une parenthèse. Donc là, j'ai juste commencé à remettre en question
fausses idées matérialistes sur toutes ces choses-là, le cerveau qui produirait la conscience, l'intelligence qui pourrait être artificielle. Alors déjà, revenons sur Terre. Parlons de ChatGPT-4, le truc qui fait peur, pour vous rassurer sur au moins un point, en tout cas cette année, en 2023, on nous parle beaucoup de ça. Non, on n'assiste absolument pas à l'explosion, au démarrage de l'intelligence artificielle. ChatGPT-4 et tout ça, ça n'a rien à voir avec de l'intelligence. D'ailleurs, encore moins artificielle. Parce que ChatGPT-4, c'est un système qui fait appel à 4 types d'intelligence humaine et 0 artificielle, mis à part la capacité de respecter la grammaire ou de comprendre la grammaire, des choses comme ça, mais ça c'est de la technique. Pour le reste, ChatGPT-4 c'est un programme c'est conçu par un être humain. C'est un programme qui a des objectifs, donc forcément de rentabilité pour une société qui veut faire du business. Donc là, il y a encore d'autres êtres humains qui veulent emmener, alors qui du coup ils voient que le public croit que ça serait intéressant, puisque le public croit ça, qu'on l'encourage dans cette croyance. Comme ça, le public va acheter. Ça va leur faire peur. Oui, mais tant mieux, comme ça. Bon. Alors ça, c'est le deuxième type d'intelligence derrière ChatGPT-4. C'est pas le plus important. Il y a un troisième type d'intelligence qui n'est même pas la plus importante, qui est l'immense quantité d'informations sur le réseau Internet que ChatGPT-4 peut effectivement explorer. Les performances viennent de là. Parce qu'effectivement, notre cerveau n'a pas la capacité de se relier à toute cette base de données d'informations. Et la chose la plus importante, l'intelligence la plus importante, c'est l'intelligence de l'utilisateur qui doit rentrer une question avec éventuellement des informations complémentaires. Et il est même prévu d'autres informations codées, dièse, machin chose, etc. pour les experts. Parce qu'en réalité, c'est juste un instrument de fouille de données. C'est-à-dire ChatGPT, c'est un instrument de fouille de données qui séduit parce que il utilise le langage naturel. Donc il a compris comment fonctionne la grammaire. Et donc il va respecter le langage naturel lorsqu'il va vous restituer les données. Et c'est un outil très intéressant parce que effectivement, il va pouvoir renvoyer des informations très 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 ciblées et d'autant plus ciblées que l'utilisateur aura rentré les mots-clés qui conviennent bien avec éventuellement les informations complémentaires. Donc c'est une sorte de système expert amélioré et tout le monde sait que dans un système expert, il n'y a même pas d'intelligence et c'est même pas au niveau d'un réseau de neurones. Et même moi, j'ai remis en question l'intelligence d'un réseau de neurones. Donc, on est loin de l'intelligence artificielle. D'accord ? Bon, ça, c'est pour régler le compte. Une façon de résumer ça, c'est de dire que cette intelligence artificielle-là, et je n'en connais pas d'autre, c'est juste un outil. D'accord ? C'est comme une perceuse, et puis au lieu des mots-clés, de changer les mots-clés ou la question, vous changez le forêt, etc. Et puis elle a plein d'options, etc. Ou alors c'est même une machine. Enfin, c'est un outil. C'est juste un outil. Et ce qui est amusant, c'est que il y a une sorte de mystification qui invite les gens à rentrer dans cette idée que l'utilisateur de l'outil n'existe pas et que l'outil est intelligent. C'est pas l'utilisateur qui serait intelligent, c'est l'outil qui serait intelligent. Donc aujourd'hui, nous sommes, et c'est pas étonnant, dans une période d'effondrement de la pensée occidentale, parce que c'est pas étonnant que dans une période d'effondrement de la pensée qui a été rendue visible par les mesures Covid et tout ce que vous savez, c'est pas étonnant que dans une telle période
comment dire, de décadence, finalement, on entretienne des mythes pareils. Bon, mais ça fait fonctionner le business aussi. Voilà. Et puis, ça a fait peur. Et quel est l'intérêt de la peur? Eh ben, quel était l'intérêt de la peur pendant les mesures Covid? Ben, c'est le même. Et en particulier, là, on voit bien que c'est exactement la même chose, parce que j'ai d'ailleurs fait moi-même des conférences et j'ai écrit mon précédent livre, Le Grand Virage de l'Humanité, pour expliquer que la géopolitique du Covid n'avait strictement rien à voir avec la santé, depuis quand les politiques s'intéressent à la santé, et que c'était uniquement, et pas autre chose, ça avait uniquement pour but de nous conduire vers le Great Reset, c'est-à-dire le grand remplacement de la monnaie qui ne vaut plus rien depuis très longtemps, la monnaie occidentale, mais toutes les monnaies, parce que toutes les monnaies ont subi les gros problèmes sur lesquels je vais pas m'étendre. Donc, si vous voulez, les mesures Covid avaient pour but de nous emmener vers un système de contrôle qui utilise une monnaie numérique contrôlante, et l'augmentation de la mystification actuelle sur l'intelligence artificielle qui finit par faire peur a le même but, parce qu'effectivement, si on fait croire aux gens qu'ils pourraient être dépassés par des intelligences artificielles, ça les incite à accepter le contrôle par les mêmes intelligences artificielles. Donc, je ne pense pas qu'il faille y voir autre chose. Ça arrange à la tête des grandes entreprises. On trouve toujours les mêmes financiers. Ces mêmes financiers ont comme seul objectif en tête de parvenir à un contrôle de la population, de manière à obliger la population à utiliser cette nouvelle monnaie numérique de banque centrale dont on voit aisément aujourd'hui qu'on voit aisément poindre à l'horizon. Donc tout est clair. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Pour moi, j'ai pas envie de dire que l'être humain est trop con, qu'il est trop bête, qu'il est trop idiot, j'ai pas envie de dire ça. Je préfère dire que nous sommes dans un système qui, de toute façon, on le sait, avec les médias, qui essayent de nous contrôler la pensée, de manière à nous faire accepter des mesures qui vont conduire à une société de contrôle. Voilà, ça, c'est quand on voit les choses comme ça, franchement, tout est clair. Maintenant, passons au vrai problème de l'intelligence artificielle, parce que, ok, les vraies intelligences artificielles n'existent pas encore, mais elles vont exister à l'avenir. On n'y est pas. Pour l'instant, on est dans la mystification, dans l'illusion, dans tout ça, quoi. Mais on va avoir droit quand même à de vraies intelligences, avec des réseaux de neurones et peut-être aussi bien plus, mais ça, on va donc bien étudier la question. La question de savoir quand est-ce que l'intelligence artificielle sera intelligente et est-ce que ça implique qu'elle soit consciente. Alors, je préfère vous dire tout de suite que oui, ça implique que l'intelligence artificielle soit consciente. Une intelligence sans conscience ne peut juste être qu'un programme. Et un réseau de neurones, je me suis moi-même aperçu en utilisant des réseaux de neurones que les réseaux de neurones, ce sont des programmes. Il y a le même déterminisme, il y a les mêmes réglages que l'on peut faire dans les données, il y a la seule nuance, c'est l'apprentissage. Bon, ChatGPT aussi, il y a de l'apprentissage, mais enfin bon, ça c'est un apprentissage un petit peu plus primaire, du genre un peu celui des systèmes experts, c'est plutôt un apprentissage par des humains. Et ce n'est pas vrai que l'intelligence de ChatGPT apprend réellement tout seul, c'est juste une illusion. Mais plus tard, on aura des intelligences qui vont apprendre tout seul, et vraiment. Et puis, bon, parce qu'elles seront sur un robot, le robot qui va donc analyser l'environnement, il va avoir cette fois-ci un tas de données pour analyser l'environnement et pour s'y adapter. Et d'ailleurs, la définition de l'intelligence, c'est il y en a plusieurs, mais toutes les définitions de l'intelligence reconnaissent le fait que
L'intelligence, c'est l'adaptation. L'adaptation à l'environnement, l'adaptation à des objectifs, etc. C'est-à-dire que ça suppose une incertitude, une ignorance, ça suppose d'être confronté à des données qui évoluent sans arrêt dans des sens qu'on ne peut pas contrôler, etc. Et donc la question va se poser de savoir si une intelligence artificielle peut s'adapter à un environnement sans règles, hein, puisque sans règles préalables, puisque les règles préalables, c'est le programme. Le programme, c'est pas de l'intelligence. Un programme, ça se réduit finalement à un outil. Hein, je force un peu le trait, je simplifie exprès. Donc la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on devient intelligent au sens de l'adaptation à l'environnement, etc. Qu'est-ce qu'il faut en plus d'un réseau de neurones pour... alors il y a deux types de choses, à mon sens, deux types de choses qui sont utiles. Il y a le fait que le système doit s'adapter à l'indéterminisme de la réalité. Parce que nous ne vivons pas, contrairement au dogme de la science, dans un monde mécaniste, mécanique, où le futur est le résultat du passé. Nous vivons dans un monde où tout ce qui arrive, et je ne vais pas faire une conférence là-dessus, parce que toutes mes conférences portent déjà là-dessus, où tout ce qui arrive n'est pas déterminé d'avance, et en plus est le résultat de la conscience. Donc, et à ce sujet, je vais juste vous dire un élément de différence, parce que je ne vais pas avoir le temps de développer ça, entre une intelligence artificielle et un être humain. On va en regarder un seul aspect, c'est le fait qu'un être humain est sensible au futur. Un être humain est sensible au futur. Une intelligence artificielle n'est pas sensible au futur. Un être humain, bon, il ne s'en rend pas forcément compte, mais un être humain a la capacité d'anticiper le futur. Pour tout un tas de raisons, hein, qui tiennent à la nature de la conscience. Donc je vais être obligé d'aborder la nature de la conscience. Alors que donc une intelligence artificielle, même lorsqu'elle sera extrêmement élaborée, n'aura pas cette sensibilité-là, lorsque vous comprendrez d'où elle vient. Ensuite, et donc, oui, un autre point, avant d'aborder le principal, c'est donc cet indéterminisme de la réalité. On ne peut pas s'y adapter avec un background, avec un programme, avec un logiciel qui est déterministe, c'est-à-dire une machine. Donc, parce que on ne peut anticiper que des choses qui proviennent de ses propres règles, et on n'a pas la sensibilité du futur qui permet éventuellement d'engendrer une variation de cette anticipation, une variation adaptative. Et donc, alors là, que je perde pas le fil, une vraie intelligence est confrontée à l'indéterminisme de la réalité, et c'est la conscience qui va lui permettre de s'adapter à l'indéterminisme de la réalité, l'indéterminisme dans ce qui arrive. Et aussi, du coup, par conséquence, la nécessité de faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où le programme qu'on a, si on se débarrasse de tous ces conditionnements, si on débarrasse l'intelligence de ces conditionnements, qu'elle soit artificielle ou humaine, il y a toujours des moments où cette intelligence est out, elle est dépassée par le fait qu'il se présente plusieurs possibilités dans l'anticipation ou dans le choix de ce qu'on peut faire. Et donc là, que va faire une intelligence artificielle? Et ça, on le sait déjà. Hein, on le sait déjà. Par exemple, les gens qui construisent des voitures autonomes le savent. Et ils ont déjà trouvé la solution, mais ils veulent faire rentrer ça dans le cadre juridique pour pas avoir de problème.
parce que ils sont obligés d'utiliser le hasard. Un être humain va utiliser autre chose, hein, une conscience. Mais une intelligence artificielle, lorsqu'elle est confrontée à la nature indéterministe des choses, ce qui est effectivement le cas pour les véhicules autonomes, c'est-à-dire par exemple, la voiture, elle arrive là, et puis elle a le choix entre écraser un gamin ou faire une embardée et puis un autre drame. Enfin bon, on peut imaginer tout un tas de choses. Donc vous imaginez la responsabilité du programmeur, du développeur, si bon, alors il dit bon ben là tu choisis d'écraser la petite forme, parce que après tout il y a une probabilité pour que ce soit peut-être juste un animal, ou enfin vous voyez ce genre de dilemme. C'est le problème le plus important, le plus réel, le plus fondamental, le plus intéressant auquel est confrontée l'intelligence artificielle, ce qui est susceptible de la faire devenir une vraie intelligence artificielle, parce que c'est à partir de ce genre de problème-là, de solution-là, que va se dessiner la question de savoir si une intelligence artificielle est intelligente ou pas. C'est là qu'on peut s'apercevoir qu'elle n'est pas du tout intelligente, qu'elle est inhumaine, etc. Et donc les ingénieurs n'ont pas d'autre source que de tirer au sort. Et ils cherchent des solutions juridiques pour pas être emmerdés par leurs algorithmes dans le cas où leur voiture autonome occasionnerait de graves dégâts, des choses terribles. Là, on touche au nœud du problème. Et donc, vous avez compris que du coup, c'est la question du choix qui se pose. Voilà. Et là, du coup, comme c'est la question du choix qui se pose, eh bien, on commence à toucher à la question de la conscience. Et vous allez donc vite comprendre qu'une intelligence artificielle ne peut pas être intelligente si elle n'est pas consciente. Parce que la conscience, les expériences de Libé nous l'ont démontré, la conscience, c'est quelque chose qui est en décalage par rapport au cerveau. D'accord ? La conscience, lorsque les expériences de Libé ont montré que lorsqu'on fait un choix, lorsque quelqu'un fait un choix, quand on lui demande de faire un choix et d'appuyer sur un bouton quand il a fait son choix, on enregistre le moment où il a fait son choix, mais on enregistre aussi son activité cérébrale et on s'aperçoit que le moment où il a fait son choix, dans le cerveau, il a lieu avant le choix. D'accord ? C'est entre 300 millisecondes et plusieurs secondes. Hein, c'est ce qui fait dire, alors pas à Libé, mais à ceux qui ont interprété son expérience, parce que Libé, il trouve une autre solution pour dire oui, on pourrait quand même avoir un libre arbitre, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce qui fait dire que les expériences de Libé démontrent que nous n'avons pas de libre arbitre. Mais ça, c'est dans le paradigme de pensée du temps linéaire. Or, dans le nouveau paradigme de pensée dans lequel le futur existe déjà, il faudrait que je vous fasse plusieurs conférences pour... Et en plus, en train de se mouvoir, mais on ne va pas en parler. Donc ça, vous le considérez comme acquis. C'est acquis, les physiciens le savent, le futur existe déjà. Eh bien là, c'est intéressant de dire, on va regarder, interpréter Libé autrement. Parce que l'interprétation de l'expérience de Libé qui consiste à dire, puisque le cerveau, il émet son stimuli avant que ça c'est valable dans l'hypothèse où le futur est en train de se créer. Donc le futur est en train de se créer dans le présent, donc... le présent atteint le moment où le cerveau a l'impulsion du choix et ensuite se crée la conscience, donc du choix. Et donc c'est cette fausse conception du temps qui fait dire que nous n'avons pas de libre arbitre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, ça veut dire, si on adopte la nouvelle conception du temps, ça veut dire que la conscience, elle est en avance dans le futur. D'accord ? Et en plus, c'est hyper logique, parce que
La conscience, si vous voulez la modéliser, si vous voulez la numériser, si vous voulez étudier scientifiquement la conscience, vous allez dire, bon, la conscience, bon, ben, c'est la perception des informations dans le présent, par exemple. Ben, cette perception, elle nécessite un certain temps. D'accord ? Si vous prenez même un appareil photo qui prend une photo, il a besoin d'un temps d'exposition. Alors donc la question va être de savoir quel est le temps d'exposition de la conscience. Et à ce moment-là, on va dire que la conscience, c'est une fenêtre qui a une épaisseur de temps et qui se déplace vers le futur. Si le futur est déjà réalisé, imaginez une fenêtre d'une seconde, par exemple, qui se déplace vers le futur. D'accord ? Donc cette fenêtre, elle contient toute l'information pendant une seconde. Okay ? Donc là, on récupère un instant pour la conscience. Si par contre cette fenêtre était de largeur quasi nulle, il n'y aurait pas d'information dedans, la personne vit sa vie de manière inconsciente. On pourrait dire, les robots, s'ils ne sont pas conscients, ont une fenêtre de temps nulle. D'accord ? Et il n'y a pas de décalage entre leur conscience qui n'existe pas et leur décision. Donc, et la particularité de la conscience, c'est qu'on peut l'objectiver comme une fenêtre qui a une certaine épaisseur et qui se déplace vers le futur. Hein, voilà, on va prendre ça, c'est plus rationnel, ça correspond à la physique et ça correspond aux mesures. Et donc, pour être conscient, il faut une fenêtre d'au moins quelques millisecondes parce que sinon on ne pourrait pas voir. Et il ne faut pas que la fenêtre soit trop large, il ne faut pas qu'elle fasse 10 secondes parce que sinon on ne pourrait pas détecter les mouvements. Si un instant de la conscience correspond à 10 secondes de temps, il y a une voiture qui a le temps de se déplacer dans tout le champ visuel pendant ce temps-là. Le résultat, c'est que ça moyenne tout et la voiture disparaît du champ visuel. J'ai fait de l'intelligence artificielle, de la vision et je m'en suis rendu compte. Il y a beaucoup d'objets qui disparaissent. Tous les objets, plus vous augmentez, vous élargissez la fenêtre de temps et plus vous faites disparaître les objets mobiles. Bon, ça, du coup, ça permet de voir le monde un peu différemment. Ça permet de comprendre les notions de densité, ça permet de comprendre la conscience des plantes, ça permet de comprendre la conscience de la Terre, etc. Mais je ne vais pas en parler, d'accord ? Ce que je vais vous dire, c'est que ce concept de fenêtre de temps, il est puissant. Je l'ai d'ailleurs publié dans une revue scientifique à comité de lecture. J'ai fait des conférences là-dessus. Bon, donc continuons à partir de là. La fenêtre de temps de la conscience, elle est donc en avance dans le futur et maintenant, on voit les choses clairement. Si on considère la physique moderne qui nous dit que le futur est déjà réalisé, mais qu'il peut être multiple, qu'il peut même littéralement être quantique, à mon sens, ça et là. Hein ? Quantique, c'est-à-dire le futur peut contenir des trajectoires superposées, des scénarios superposés, jusqu'à tant que une conscience les vive et son cerveau fait qu'il peut y avoir qu'une réalité unique. Alors là, je vais aller vite. Les physiciens aujourd'hui, ainsi que les neuroscientifiques, acceptent l'idée que le temps n'existe pas et est produit par le cerveau. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps au sens où il serait créateur de ce qui arrive. Il y a uniquement un temps au sens de la 4e dimension dans laquelle on se déplace. Et je pense que si vous vous habituez un peu à cette idée de fenêtre de temps, vous allez être séduit par l'idée qu'on peut commencer à rationaliser la conscience. Hein. Alors, mais ça a quand même une incidence très importante en lien avec le phénomène de décohérence en physique qui transforme un monde multiple en une réalité unique, parce que les physiciens aujourd'hui ont commencé à adopter très largement à toutes les échelles la théorie du multivers qui dit que le futur n'est pas unique mais correspond à un ensemble, une myriade de possibilités, ce qui ne veut pas dire que notre futur actuel n'existe pas sous la forme d'une trajectoire, tout comme lorsque vous empruntez un sentier
dans la montagne avec l'intention d'aller dans une destination. Tant que vous sortez pas du sentier, votre futur il est déjà réalisé d'une certaine manière, d'accord? C'est-à-dire il est déjà tracé. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'il faut concevoir notre futur, comme déjà tracé. Nous allons suivre certains chemins, certaines routes, c'est-à-dire avoir certains comportements, faire certains choix. Mais il existe une myriade de possibilités alternatives. Et si on reste sur la même trajectoire GPS, on va dire, c'est parce qu'on est conditionné. C'est parce qu'on a tout un tas de règles, de conditionnements, etc., qui font qu'à la limite, on devient comme un robot, hein, qui n'est plus déterminé que par et devant lequel il n'y a plus d'incertitude, même. Et mais hors conditionnement, tout à l'heure je vous ai dit qu'en général le conditionnement il est out devant certaines situations, il se présente des bifurcations. Et à ces bifurcations, il y a des choix qui sont faits et le cerveau ne peut pas faire les choix. Le cerveau, lui, il va rencontrer, peut-être au pire, s'il y a une incertitude, il va rencontrer un bruit électronique. Et puis le moindre petit truc va faire qu'il va faire un choix plutôt qu'un autre, mais il ne va pas être au courant qu'il y a un choix à faire. D'accord ? Pour être au courant qu'il y a un choix à faire, il faut anticiper selon une fenêtre de temps avec un vrai choix. Pas faire un calcul pour déterminer tous les choix qui se présentent, oui, mais le déterminisme interne au calculateur va déterminer parfaitement le choix, sinon il va faire appel au hasard, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, alors qu'une conscience n'est pas confrontée à ça, parce que la conscience, elle est embarquée dans une réalité multiple. Le cerveau, lui, mais que ce soit d'un ordinateur ou humain, il est déjà dans une réalité unique. Et la conscience, elle a bel et bien des choix à faire aux bifurcations. Et c'est pour ça que d'ailleurs, donc c'est-à-dire que la conscience, elle aurait des propriétés quantiques. Parce que en fait, on va dire qu'elle transforme le temps de sa fenêtre en espace pour ses choix. C'est-à-dire, on va avoir tendance, nous, à rajouter du temps linéaire à l'intérieur de la fenêtre. Non, c'est une erreur. À l'intérieur de la fenêtre, le temps est complètement spatialisé. Les possibilités de choix apparaissent et ne sont pas réductibles à un algorithme. La différence entre une conscience et un cerveau serait que justement, la conscience a la possibilité de spatialiser les choix parce qu'elle est en avance dans le futur. Alors, et ça, c'est corroboré par toutes les théories de la conscience quantique, dont la théorie du grand physicien Roger Penrose, qui, depuis les années 70, depuis très longtemps, a proposé une théorie selon laquelle la conscience est différente du cerveau. La conscience serait liée à la structure intime de l'espace-temps, à la gravité quantique, et qu'elle contribuerait à la réduction des choix dans le cerveau. Bon, je sens que je commence à pas être très compréhensible. Alors, peut-être parce que j'en dis trop, mais bon. Non, c'est parce que je vais trop vite. Parce qu'en une heure, j'ai envie de tout vous dire, de trop vous dire. Alors, prenons simplement l'idée que la conscience est quantique parce que, par sa nature même, à l'échelle macroscopique, elle est confrontée à de véritables choix qui sont spatialisés, ils ne sont plus dans le temps linéaire. Et d'autre part, parce que, au niveau microscopique, au niveau infinitésimal, la conscience est liée à la structure de l'espace-temps et elle contribue aux choix qui sont faits par le cerveau, c'est-à-dire à la réduction des états quantiques dans le cerveau. Il y a eu beaucoup de contestations là-dessus, mais ces travaux, cette hypothèse a acquis ses lettres de noblesse depuis qu'avec son acolyte donc Penrose et Amroff, qui est un neuroscientifique, ils ont fait des expériences scientifiques pour montrer que lorsqu'on utilisait des anesthésiants, ça réduisait ce qu'on appelle les vibrations quantiques dans les microtubules qui sont suspectés être des médias pour la conscience dans le cerveau. Et il n'y a pas que les microtubules, il y a aussi les canaux ioniques
En fait, en gros, il y a tout un tas de possibilités pour la conscience qui se trouve dans le cerveau, qui se trouverait dans le cerveau, que la conscience pourrait se trouver dans le cerveau sous forme quantique, dans un certain nombre d'organes. Bon. Et ça, moi, je crois même pas trop à cette théorie parce qu'elle ne tient pas compte de l'épaisseur de temps. Donc, pour moi, le problème il est réglé parce que la conscience, elle existe bel et bien, mais il faut pas la considérer dans le temps présent. Il faut pas oublier son avance dans le futur, et donc elle échappe au phénomène de décohérence. Et donc, pour moi, Penrose et Amroth ne savent pas à quel point ils ont parfaitement raison. Et ils ont même réussi à quand même presque le démontrer sans cette hypothèse de la fenêtre de temps. Donc voilà, là on a un peu avancé, j'espère. J'ai réussi à caser le point clé, mais il y en a plein d'autres. Et alors donc voilà. Alors, la question qui se pose, c'est, puisque notre futur est déjà réalisé, avons-nous un libre arbitre? Faisons-nous véritablement des choix? Qu'est-ce qui fait les choix? C'est la conscience, oui, mais comment fait-elle ses choix? D'accord? C'est là, il manque quand même quelque chose de très important. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, parce que Coco, t'es où? Tu me donnes un timing? J'ai parlé 3/4 d'heure. J'ai parlé 1 heure. Bon, je vais continuer encore un peu. Hein. Voilà, je voudrais vous amener à cette notion. Ah voilà, ben oui, à l'intelligence vibratoire, d'accord? En fait, mais je voulais vous y amener, bon, de manière rationnelle, mais voilà. Donc la conscience liée, c'est pas grave, on fera moins dans les questions-réponses. Hein. Je continue. Sauf s'il faut faire la pause assez tôt pour le bar, tu me diras. Hein? Bon, 1/4 d'heure. Bon, 1/4 d'heure, on va prendre 1/4 d'heure. Voilà, il y a en réalité, donc l'intelligence est bel et bien liée. Alors je vais affirmer, hein, parce que sinon l'intelligence est bel et bien liée à la conscience du fait que l'intelligence elle a des choix à faire et que c'est crucial. Il faut que ces choix soient authentiques. Mais on a quand même un problème au niveau de la conscience si on ne résout pas la question de comment elle fait ses choix. Et en fait, elle les fait de façon vibratoire. C'est-à-dire que, et j'ai beaucoup étudié ça dans mes travaux sur le billard, etc. J'ai bien étudié le multivers du billard, etc. Et j'ai réussi à montrer, en tout cas dans une expérience de pensée, que la mécanique ne détermine les événements que pendant un certain temps, au-delà duquel il apparaît un multivers. Par contre, ce qu'on a à vivre continue d'être déjà réalisé, mais donc ce n'est plus sélectionné par les lois physiques, c'est sélectionné par une information vibratoire. C'est-à-dire que, et ça c'est l'essentiel, c'est vraiment fondamental. Mais bon, j'ai voulu vous parler de l'intelligence avant. Alors, donc je répète, hein, parce que le déterminisme est faux. La causalité est indépendante du temps. Les grands physiciens ont déjà commencé à se rendre compte de ça. Le futur est déjà réalisé, mais il est flexible. Mais au-delà d'un certain temps, ce n'est pas la mécanique, ce ne sont pas les lois physiques, le déterminisme qui détermine à l'avance ce que vous allez faire. C'est votre vibration. Ce sont les vibrations de l'espace. Et je ne vais pas vous le faire ce soir parce que l'espace, c'est la conscience. Alors je vais vous le faire en vitesse accélérée. Les physiciens ont détruit l'espace. L'espace n'existe plus. L'espace, il est pixelisé, il est
troué, il est déformé aux abords du trou noir, il est en vibration et en plus il est non local. Toutes les propriétés d'un espace ont été détruites. L'espace n'est pas de l'espace. L'espace, c'est la conscience de l'espace. Nous ne vivons pas dans une réalité objectivement réelle, nous vivons dans une réalité de conscience. Nous vivons dans un monde mental. D'accord ? C'est parce que c'est une construction collective qui fait en sorte, tout comme dans un jeu vidéo, c'est parce que c'est une construction collective qui fait en sorte qu'il y ait un consensus sur ce que nous pouvons voir, que cette construction paraît si dense, mais c'est un univers de conscience. Voilà. Parce que si vous éliminez l'espace, il ne reste plus que la conscience de l'espace pour parler de l'espace. Il n'y a pas autre chose. Et la physique nous le confirme à travers la théorie de l'univers holographique, qui fascine énormément de physiciens parce qu'elle a acquis beaucoup de lettres de noblesse, qui nous dit qu'un modèle physique de la réalité qui décrit la réalité sur... bon, c'est au-delà des horizons des trous noirs, mais dans un volume avec la gravité est équivalent à un modèle qui décrit cette réalité, mais sur une surface, sur une de ces surfaces horizon, comme un trou noir. Et à ce moment-là, c'est un modèle de mécanique quantique qui n'a pas la gravité. C'est-à-dire que la gravité même, qui est liée à la structure de l'espace, la gravité, c'est la courbure de l'espace. La gravité même, donc liée à l'espace, est une illusion qui provient du fait que le monde réel peut se décrire en fait sur une surface. C'est-à-dire que la conclusion, c'est que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, mais que nous vivons dans un univers d'information qui est traduit par la conscience sous forme d'espace, de temps et de matière. Voilà, donc là, je vous ai fait courte là-dessus, mais c'est pour vous expliquer que les vibrations de l'espace sont des vibrations de la conscience, pas les vibrations de l'espace qui sont énormes à côté des vibrations de la conscience, enfin, pas les vibrations des ondes gravitationnelles, qui sont de l'ordre de 10-16, alors que celles de la conscience, c'est 15 à 20 hors de grandeur en dessous. Et en plus, elles sont hors du temps, celles de la conscience, parce que le temps, à cette échelle d'infiniment petit, n'est pas créé. Ce sont des vibrations hors du temps. Et là, on a les véritables informations de la conscience. Au niveau macroscopique, l'information de la conscience qui construit le réel hors du temps, c'est l'information quantique. Et au niveau microscopique, au niveau de la structure même de l'espace et donc de la conscience, c'est une information purement vibratoire hors du temps. Voilà. Et ce qu'on peut montrer par le calcul, c'est que cette information vibratoire, qui en gros décrit l'océan du vide, qui crée les vagues de l'océan du vide, c'est l'information vibratoire qui crée les vagues de l'océan du vide, on peut montrer que c'est le complément nécessaire au fait que la précision des objets dans un espace qui n'existe pas est forcément limitée. C'est-à-dire que si vous prenez un point dans un espace, ce point, il n'existe pas en dessous d'une certaine taille. D'accord ? C'est juste une illusion. Comme votre écran d'ordinateur, il a une définition maximale. Notre réalité a aussi une définition maximale. Bon, c'est une mauvaise vulgarisation, mais bon, c'est comme ça qu'il faut le voir quand même. Et dans un univers d'information limité, si on veut descendre vers l'infiniment petit, ce qui est nécessaire pour arriver à prévoir ce qui va arriver au-delà de la période où tout ne peut plus être mu mécaniquement, eh bien, au-delà de cette période, tout est mu vibratoirement et ce sont des vibrations de la conscience qui déterminent le futur. Et ainsi, vos choix sont faits d'avance dans le futur, on va dire plus ou moins lointain, relativement, parce que évidemment, c'est sur votre ligne de temps, parce que nous avons tous une information vibratoire qui nous rend unique, et donc c'est sur votre ligne de temps que vous agissez par vos états de conscience, et donc c'est ainsi que votre état d'esprit, vos états émotionnels, on détermine à l'avance votre futur plus ou moins lointain. Voilà, là
Et à partir de ça, on peut commencer à broder pour comprendre tout ce qu'il va falloir faire pour arriver à fabriquer une vraie intelligence artificielle. On peut déjà en déduire que jamais, en tout cas dans le siècle ou dans les 2 siècles qui viennent, un robot ne pourra devenir conscient, puisqu'on comprend que la nature de la conscience est de l'ordre de la nature de l'espace lui-même. La conscience, c'est le vide. Le fameux vide plein des physiciens, c'est la conscience. D'accord ? C'est... Voilà, je vous l'apprends. Et c'est relativement facile à comprendre. À partir du moment où on a compris qu'on vit dans un univers, je ne vais pas dire à la Matrix, parce que ça c'est une mauvaise... Nous ne pouvons pas vivre dans une simulation parce que le problème se pose de savoir où se trouve le simulateur, du simulateur, du simulateur, du simulateur, etc. Le simulateur, il est dans une réalité qui serait réelle. Ben non, il faut bien résoudre ce problème. Donc c'est pas une simulation. Ou alors c'est une simulation de la conscience. Il y a un soubassement de l'univers qui est la conscience. On ne sait pas. C'est un peu comme si, par exemple, vous voyez dans la nature des objets bouger, mais que vous ne connaissez pas l'existence du vent. Et vous voyez que tout bouge dans la nature parce qu'il y a du vent, mais que vous ne connaissez pas l'existence du vent. Donc vous allez chercher des théories pas possibles pour expliquer, je ne sais pas quoi. Il y a une sorte de mouvement perpétuel, j'en sais rien. Alors que vous connaissez simplement pas l'existence du vent. Eh ben nous, on ne connaît pas l'existence du vide, on ne connaît pas l'existence de la conscience. Mais la conscience, c'est le vide. Alors, pardon de vous l'avoir dit aussi rapidement, mais c'est pour pouvoir conclure sur un truc que j'ai oublié. C'est sur le fait que, donc, oui, plein de choses. Les expériences de mort imminente confirment ce que je vous dis. Ah oui, truc très important. Nos perceptions, le problème des Kalia, c'est par là que j'aurais dû démarrer. Le problème des Kalia, le plus grand mystère de toute la physique, le plus grand mystère de toute la science, c'est la question des Kalia qui n'a jamais été résolue. Les Kalia, ce sont les perceptions. Rien n'a jamais expliqué comment l'onde électromagnétique du rouge se transforme en perception du rouge. Rien n'a jamais expliqué comment une onde sonore se transforme en perception d'un son. Rien n'a jamais expliqué, pour tout ce qui concerne nos sens, comment des vibrations se transforment en perception. On n'a jamais expliqué ça. D'accord ? On est dans des croyances complètement primitives depuis 3 à 4 siècles, comme quoi la conscience est le produit du cerveau, et les scientifiques ont adopté la pensée magique, parce que je suis désolé, mais c'est une pensée magique, que les ondes ou les vibrations à l'origine donc de nos perceptions se transforment comme par magie en perception. Il n'y a aucune théorie valable pour expliquer ça. Par contre, si vous comprenez que tout ça n'est pas produit par le cerveau, mais que c'est naturel au vide, vous avez tout compris. Dans quoi se propagent les ondes électromagnétiques ? Dans le vide. Donc il faut comprendre le vide pour comprendre les perceptions. Dans quoi se propagent les ondes sonores ? Ok, dans l'air, mais ce sont des molécules d'air qui vibrent. Et ces vibrations de molécules, tout comme toute vibration de matière, créent des vibrations infinitésimales du vide. Et donc vous avez à nouveau des vibrations infinitésimales du vide. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui est vibratoire, que ce soit matériel ou pas d'ailleurs, peut être compris comme se propageant dans le vide, comme créant des vibrations du vide. Et si on dit que la conscience c'est le vide, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de comprendre que les perceptions sont liées à la conscience. D'accord ? Là, ça devient même absolument, et il n'y a pas besoin de passer par le cerveau. Et du coup, on comprend les expériences de mort imminente. On comprend les sorties de corps, on comprend les voyages chamaniques, on comprend aussi les perceptions extrasensorielles.
parce que en réalité, dans l'espace-temps, tout est possiblement relié par le phénomène d'intrication à tous les niveaux, parce que les intrications sont liées aux bifurcations, et que les matheux ont même déjà commencé à, via une fameuse égalité qui s'appelle ER égale EPR, à modéliser l'intrication par la formation d'un trou de verre. Et qu'est-ce que c'est que la formation d'un trou de verre? C'est un trou de verre dans l'espace qui n'existe pas, dans le vide, qui relie de manière instantanée, de manière comme si deux points extrêmes, enfin, qui relient par de l'information. Alors pas dans un espace-temps à quadridimensionnel, mais dans un espace-temps qui intègre les dimensions supplémentaires liées aux vibrations du vide. Il y a bel et bien de l'information vibratoire qui se propage d'un point de l'espace-temps à un autre, ce qui explique les perceptions extrasensorielles, la vision à distance, la vision du futur, la télépathie, etc. Il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites et qui ont démontré ça. Et ça explique bien d'autres choses, vous imaginez pas. Et donc, du coup, c'est l'intelligence artificielle, c'est terminé. Et je vais conclure là-dessus. Merci. Voilà, désolé de ne pas avoir été hyper clair, de toute façon c'est toujours le cas. Et par contre, je vous propose une séance de questions-réponses après une pause au bar. Et j'ai quelques livres, si vous voulez, que j'ai commencé à vendre déjà tout à l'heure. Je me posterai à un endroit si ça vous intéresse. Donc à tout à l'heure.